à la quatrième intervention de cette journée. Qui est très importante aussi, et qui est aussi liée à l'histoire de notre ville. C'est celle du professeur Nessia Delannoy et de M. Moustapha Jmari. Deux personnages de notre ville et qui aussi contribuent grandement à la préservation de l'histoire et des archives de notre ville. Pour cette quatrième intervention, je voudrais dire quelque chose avant de commencer, c'est qu'après le décès de mon père, c'est difficile d'organiser un événement. Certes, je voulais le faire parce que c'était une façon de lui rendre hommage aussi. Et je voudrais remercier beaucoup Nessia parce que c'est un mail qu'elle m'a envoyé en me disant alors ce deuxième salon du livre. Ce mail, c'est celui qui a tranché et qui a fait que je me suis mis à organiser cette deuxième édition. Alors, si on est là aujourd'hui à cette deuxième édition, c'est en partie grâce à Nessia. Merci, cher Nessia, qui est une charmante personne. Franchement, je suis très honoré, très heureux de faire votre connaissance. Et nous avons la chance aussi d'avoir M. Moustapha Jmari, une personne que j'apprécie grandement. Parce que, et comme je viens de le dire et je le dis à chaque fois, pour notre vie, il est d'utilité publique. Ses chroniques, ses recherches, son amour pour les Jadida n'a pas de prix. Il rend un service à notre vie qui est inestimable. Et je suis convaincu, je sais que maintenant, malheureusement, cette ville n'intéresse pas beaucoup les chercheurs, mais si un jour les chercheurs s'ils commencent un jour à s'intéresser à cette ville, les écrits de M. Jmari seront incontournables pour toute recherche liée à l'histoire de cette ville. Merci beaucoup à M. Jmari et merci beaucoup à Mme Nessia et je vous donne la parole. Si je ne vois pas les gens auxquels je parle, je ne peux pas parler. Donc vous m'excuserez, mais je me réjouis. Merci à vous tous et toutes et à la Fondation Choyit Yeki Doukali de m'avoir invité et de vous avoir tous accueillis aujourd'hui. Et merci à Moustapha d'avoir gardé ce lien si précieux avec quelqu'un qui est venu par ici. Donc je vais vous parler aujourd'hui de ce que j'ai appelé protectorat et médecine française de Suwałki à Mazagan. Histoire de la Toubiba, Eugénie Delannoy. Dans une première partie, je vais vous parler elle était médecin, de ce qu'était la médecine avant que les gens du protectorat n'arrivent. Parce que contrairement à ce qu'on croit, il y avait une grande médecine très, très puissante et très savante au Maroc depuis l'Antiquité. En mars 1992, les docteurs Ahmis et autres chercheurs comme Moussaoui, Batas, Chaki ont présenté devant la Société française d'histoire de la médecine une communication intitulée, je cite, « L'histoire de la médecine au Maroc, des origines à l'avènement du protectorat ». Le docteur Ahmis souligne d'entrée que la plus grande difficulté dans sa recherche a été, je cite, « le manque de bibliographie et de sources ». Alors que justement, cette médecine au Maroc remonte à l'Antiquité. Comment se fait-il? On va y revenir. Il présente finalement cette histoire, parce qu'il va essayer quand même de la compter, bien qu'il n'y ait pas de science, il y en a, en 5 étapes, que vous connaissez sans doute, 5 périodes. Des Idrissides et des débuts de la transposition de la médecine de l'Orient au Maroc, puis avec les Almohavides, c'est un autre moment, lui, charnière de cette transmission. Les savoirs d'Espagne et du Maroc se fécondant mutuellement grâce à des savants que vous connaissez, dont vous connaissez tous le nom, voire le travail, Ibn Zol, Ibn Rushd, Ibn Tufayl, Yaqub al-Mansour. Se déploient à travers le pays et au-delà les analyses des maladies infectieuses,
la publication d'une encyclopédie de 30 volumes, les débuts de la chirurgie, l'ouverture d'hôpitaux au Sheila, Aksar al-Kbir, des bibliothèques à Marrakech, le développement de l'enseignement, Marrakech, Tanger, Fès, la création d'un corps, s'il vous plaît, de femmes médecins, d'une pharmacie centrale pour fabriquer et distribuer les médicaments. Puis avec les Mérinides, c'est le progrès des techniques chirurgicales, le développement de services psychiatriques conçus dans la douceur et dans la violence. C'est la montée en gloire de la Karaoui et des diplômes délivrés aux étudiants marocains. À partir des 15e et 16e siècles, c'est le voyage de médecins européens, français en particulier, vers le Maroc, pour s'initier à ces pratiques et ces découvertes, désormais célèbres et liées entre autres à la vague de Maurice et de Juifs expulsés d'Espagne, 1492, etc. Parmi eux, bien sûr, beaucoup de médecins, de pharmaciens et de chirurgiens. D'où que les institutions hospitalières s'agrandissent. Ces développements sont portés à leur sommet avec Moulay Ismaïl et ce temps des Lumières que sont les XVIIe et XVIIIe siècles. Mais les affrontements avec la France, à propos d'abord d'Abdelkader, puis avec l'Espagne à propos des Présides, ont petit à petit beaucoup embêté le Maroc. Depuis 1893, on n'enseignait plus la médecine, ni ses sciences à la Karaouine, dont la dimension scientifique décline. Le libre passage du détroit de Gibraltar ouvre petit à petit la voie au commerce avec la France, l'Angleterre et leur entente cordiale entre guillemets. Dans la foulée, c'est l'instauration du protectorat et l'installation française qui ne va pas même envisager de revitaliser cette savante médecine qui était en pleine dégradation. Tant et si bien que disparaît de l'histoire de cette médecine antérieure au protectorat. L'occupant devient le dispensaire de soins à des occupés qui vivent dans un monde d'ignorants et de miséreux, ce qui n'est pas faux. Comment se fait-il? Donc venons-en au protectorat. Comment expliquer une telle perte? Pour les historiens, ça reste un sujet fondamental. Selon nos conférenciers cités plus haut, le Maroc, alors c'est une des nombreuses sources d'explication, le Maroc est le seul pays arabe et ou musulman que les Turcs n'ont jamais dominé. D'où sa spécificité culturelle qui ferait de ce pays un lieu unique, doublement savant parce qu'il est, je cite, l'Orient de l'Occident et l'Occident de l'Orient, ce qui est une belle trouvaille. Sa dégradation après ces siècles de grandeur serait liée, entre autres, je cite Artemis, au ratage de l'imprimerie, ce qui me semble convaincant, et donc au maintien de la technique manuscrite. L'imprimerie permettant l'individualité, l'individualisme, ou le savoir personnel. Et c'est aussi lié aux dettes du pays. Dans la continuité de l'acte d'Al-Gizira, né en 1906, la France ouvre ses premiers dispensaires, surtout le long de la côte atlantique. En fait, la médecine française progresse derrière les troupes de, je cite, la pacification. Ces trois priorités sont la lutte contre les épidémies, dévastatrices, 1912-1938, c'est le plus gros, mais aussi deuxième but qui lui est imposé, c'est comment faire face à la Seconde Guerre mondiale, et troisièmement, à partir de 1946, se consacrer à soutenir la modernisation sanitaire en particulier, qui est en plein essor grâce, entre autres, à la présence des Américains suite au débarquement, et donc avec ce débarquement, la diffusion des sulfamides, des antibiotiques et de l'accouchement sans douleur.
Au début, il s'agit pour la France de développer un service de santé militaire, d'abord, pour les armées et leurs familles. Mais bientôt, ce service devient celui de la santé publique, avec un service européen des hôpitaux et de l'hygiène des villes, et un secteur gratuit pour, je cite, les indigènes. Consultation, médicaments, hospitalisation, vaccination. Si la priorité demeure la population française civile et militaire, elle inclut des Marocains, en particulier des notables, dans les villes où s'ouvrent de plus en plus des espaces médicaux et des institutions sanitaires contre les épidémies, qui sont les plus urgentes à combattre. En somme, concluent nos auteurs que j'ai cités tout à l'heure, la médecine coloniale a d'abord lutté victorieusement contre les maladies infectieuses, endémiques ou épidémiques, et a développé la médecine préventive, ce qui est l'art de la médecine, à travers de grandes institutions et des soins surtout réservés aux populations européennes. Suite au déclin des sciences médicales marocaines, le refus quasi total du protectorat de former du personnel médical et paramédical marocain a contribué à laisser le pays dans une piètre situation jusqu'à l'indépendance. J'en arrive à ma troisième partie, si je puis dire. Que pense de tout cela Eugénie Delanoë quand elle débarque au Maroc en 1913 avec un petit garçon dont la rate de Mazelle, on la met dans un panier, on la descend dans une barque et elle accoste. Pour savoir ce qu'elle pensait, on peut se reporter au livre qu'elle a publié en 1949. Il s'agit d'une autobiographie savante, consacrée, comme l'indique le titre, je cite, à 30 années d'activité médicale et sociale au Maroc. Sous-titre, Histoire du premier hôpital régional construit au Maroc sur l'ordre du maréchal Lyoté. Nous y voilà. Cet ouvrage est intéressant pour de multiples raisons, dont 2 points de vue qu'elle développe tout au long. D'abord, cet ouvrage est intéressant parce qu'il contient des informations de première main, dignes d'un anthropologue ou d'une anthropologue. Ces informations ont été prises par l'auteur sur le vif, sur le terrain, chez les patientes et les patients. Ensuite, parce que ce livre est aussi une sorte d'autobiographie, puisqu'elle parle d'une femme, d'une épouse, d'une mère de famille, d'une polonaise et d'une féministe. Femme qui a eu l'intelligence, d'une part, d'écouter, d'apprendre et de récolter le savoir qu'elle découvre chez les Marocaines. D'autre part, de partager son propre savoir en l'enseignant de diverses façons. En somme, ce sont à la fois des mémoires, celle d'une histoire individuelle et celle de la longue histoire. En somme, c'est une manière d'archive. Alors, comment est construit ce livre et que dit-il? Je ne vais pas vous le raconter en détail, il est long. L'essentiel, c'est une analyse clinique des maladies infectieuses qu'elle combat dès son arrivée, puisqu'elle est chargée de combattre les typhus, le paludisme, la lèpre, la syphilis, la tuberculose et les rhumatismes, pamoise. Mais aussi le trachome, soigné grâce à une médication qu'elle avait découverte et qui est l'huile de chaulmeau gras, bien adaptée et bientôt adoptée par les ophtalmologistes jusqu'à ce jour. Moi-même, j'ai été soignée comme ça au Maroc parce que j'avais le trachome, qui ne l'avait pas. Plusieurs chapitres sont consacrés, par ailleurs, aux femmes marocaines et à leurs enfants. C'est-à-dire qu'elles parlent de la maternité, de la naissance du garçon comparée à celle de la fille, de la vie de famille, dans les plaies, les médinas, au Mella, chez la Khalifa et autres grandes dames. Bref, dans tous les milieux sociaux du pays. Elle insiste à chaque fois qu'elle visite une patiente ou des patients sur l'importance de l'éducation des enfants. Éducation intellectuelle et physique. Elle leur recommande de faire de l'exercice, d'aller sur la plage. En particulier celle des filles,
ainsi que des prostituées et des prisonnières. Qu'est-ce que nous apprenons d'elle en tant que, j'ai dit, personne, une femme? Le premier chapitre et ses paragraphes d'ouverture, même le premier chapitre, nous apprennent qu'Eugénie est née, je cite, en Pologne russe. Ça s'appelait comme ça à l'époque. En 1887. Je pense qu'elle a un peu triché avec sa date de naissance pour se rajeunir, mais je n'en sais pas vraiment plus. En 1903, elle fait des études de médecine à Saint-Pétersbourg, grande ville cosmopolite et savante de l'époque, où elle devient une militante anti-tsariste active. Son credo, je cite, répandre l'instruction parmi les classes pauvres. Pas vraiment le projet du tsar. Comme je l'ai appris plus tard, elle fut victime d'ailleurs en 1904 d'une perquisition de la police, l'Okhrana, et dut s'enfuir grâce à l'aide d'amis et de ses parents qui lui ont déniché un passeport. Dans cette fuite vers Paris, qui était son but, elle fait escale à Berlin, où, dit-elle, elle a remis son passeport à Rosa Luxembourg. Elle n'en dit pas plus, c'est comme si c'était une banalité. J'étais frustrée. Elle avait ensuite gagné, je cite, le pays de mes rêves, la capitale de la liberté, Paris. Plus jamais Eugénie ne va revenir sur sa vie d'avant Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire d'avant Paris, comme un silence. D'après l'unique document qui en atteste, donc elle est bien née en principe à Suwałki, dans cette Pologne dite russe. Elle est née de Léon Rubinstein et de Simone Jezerski, deux patronymes de famille juive traditionnelle. De là à devenir militante de la diffusion du savoir et des droits des pauvres et des femmes dans le pays arabe, il y a un pas qui m'intéresse. Arrivée à Paris, elle s'inscrit aux études préparatoires à la médecine de la faculté des sciences et son professeur est Pierre Curie. Son époux, professeur de chimie, pardon. Son épouse, la grande scientifique Marie Skłodowska, est polonaise. En somme, une compatriote. Eugénie est éperdue d'admiration devant ce couple binational et chercheur, et devant, je cite, leur mystérieux travail de géant, scrutant les secrets de la nature jusqu'aux limites du connu. Fin de citation. Elle tire de cela, je cite, une nostalgie aiguë du savoir. Toujours apprendre. Peut-être s'identifie-t-elle à la jeune Marie Curie. En tout cas, Eugénie va épouser, bien sûr, elle aussi, un dénommé Pierre. Et la science médicale au service des pauvres sera sa passion. Après 3 années à Paris, elle poursuit à Montpellier. Elle fait une thèse très remarquée sur la typhoïde. Et parmi ses camarades d'études, elle rencontre Pierre Delanoë, qui fait des études de médecine à Montpellier. Lui, il est en provenance de l'île de la Réunion. Tout ça est un vaste monde. Mais elle retourne à Saint-Pétersbourg pour obtenir son titre de médecin, de docteur en médecine, et de le faire ensuite, transformer en docteur en médecine de la faculté de Paris. Elle se marie en 1910, donc à son retour, après avoir fait ce détour long par Saint-Pétersbourg, avec le docteur Pierre Delanoë, désormais médecin pasteurien. Et en décembre, leur premier fils naît, Georges Delanoë, qui a fait pas mal d'œuvres d'architecture au Maroc. Donc beaucoup d'accomplissements majeurs et beaucoup de beaux accomplissements, mais pas de quoi faire bouillir la marmite. Donc il faut trouver des sources de financement pour vivre, gagner sa croûte. Pierre Delanoë se fait nommer, faute de mieux, médecin de la colonisation en AOF, ça s'appelait comme ça, à Bouaké, en Côte d'Ivoire, qui à l'époque était interdit, je cite, aux femmes et aux enfants en raison du climat.
Et il va y rester 2 ans. Donc Eugénie, à partir de là, est seule avec son gamin. Elle s'installe comme médecin généraliste à Fontenay-aux-Roses, banlieue bourgeoise s'y en fut. Et la clientèle la boude. Elle a un gros accent polonais. Donc, elle répond à l'appel du maréchal Lyoté de mai 1913 qui demande des médecins pour le Maroc et des femmes en particulier. Le rêve d'Eugénie en y partant, je cite, parce que quand même c'est quelque chose, attacher le Maroc à la France par la science. Avec son fils, donc, comme je vous l'ai décrit, elle débarque dans la rade, et puis très vite, sur la ville, elle dit, parce qu'elle s'en y prend, qu'elle est pouilleuse. Mais, comment est-ce qu'elle dit ne plus y renoncer, elle ne pourra plus s'en passer. Dans cette ville règnent d'abord les services de renseignement français et l'armée française, mais aussi une infirmerie indigène dont Eugénie a la charge. Tout de suite. Alors, comment je fais? Pardon. Voilà. Excusez-moi. À Mazagan, parce que ça s'appelle Mazagan, il y a une poste des services municipaux, des demeures de notables marocains avec esclaves et petits ou grands harems, une poignée de Français et quelques Anglais. Pas de route, pas de corps, pas de point d'eau, dit-elle. Pas de fruits, pas de légumes, pas de lait, pas de viande, pas de boucherie, pas de logement. Rien, dit-elle. Mais elle se sent une âme de pionnière et elle ne doute pas qu'elle a une tâche patriotique et humanitaire à accomplir. Cette tâche, c'est remonter l'état sanitaire de la population marocaine. Exaltée par la conquête du Maroc façon Lyoté, qu'elle vénère, elle se consacre à l'aménagement du service des femmes et des enfants indigènes, pour lequel elle a reçu des crédits spécialement, qui viennent de la direction de la santé publique. Et aussi, ce qui lui permet de généraliser les infirmeries dans le pays et les infirmiers indigènes. Citation. Or, ces infirmiers, et c'est surtout des garçons, ils ont entre 15 et 17 ans. Ils ont fait une année d'études à l'école française, ils parlent français, sont recrutés et payés par l'assistance indigène. Ils servent aussi de traducteurs, d'éclaireurs, d'intermédiaires avec la population, rôle précieux et indispensable, et pourtant jamais reconnu. Donc Eugénie, en 1938, quand elle devient présidente de la Croix-Rouge, se consacre à donner des cours aux infirmières indigènes, pour les former et pour les reconnaître leur capacité à être des intermédiaires si précieux. Encore une fois, être médecin, c'est pratiquer la médecine et enseigner. Donc, elle consacre à partir de là l'essentiel de son temps aux patientes marocaines, et donc elle décide d'apprendre l'arabe. Du coup, son service devient vite légendaire, et ses visites à domicile aussi, où elle examine toutes les femmes et tous les enfants de la maisonnée, et qu'elle écoute, puisqu'ils parlent tous les deux la même langue. Pierre Delanoë, après ses 2 ans à Boisville, la rejoint enfin, 13 jours avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il est affecté quant à lui à un groupe sanitaire mobile, GSM, disait-on à l'époque, qui rayonne dans les Dougalades. Il le décrit, je cite, comme une véritable colonne médicale en marche grâce au vaccin contre la syphilis, le paludisme, les ophtalmies, les maladies vénériennes, les traumatismes physiques, dans les douars, dans les villages et dans les soupes. Quant à Eugénie, elle monte en grade et devient médecin-chef de l'assistance publique pour les Dougalas. À ce titre, elle commence à poser des plans pour la construction d'un hôpital, qui est toujours là, et qui est inauguré en 1916. En pleine guerre, Première Guerre mondiale, et alors que son deuxième fils, Guy Delanoë, mon père, vient de naître.
Moustapha vous parlera de lui tout à l'heure. Il est futur médecin, futur cardiologue et futur militant pour l'indépendance du Maroc. Cependant, en mai 1917, Pierre Delannoy n'a pas d'autre meilleure idée que de s'engager pour aller en France se battre. Il est nommé médecin dans l'armée française. Quand l'hôpital est enfin construit, on multiplie les pavillons qui s'y trouvaient, pour les Européens, mais aussi pour les jeunes Marocaines qui élargissent leur axe, pour lequel l'accès à l'hôpital est élargi. Elle monte encore en grade l'année suivante, elle est chef du service des femmes, des enfants et de la maternité. Et là, elle va militer pour l'allaitement, et non pas le lait de la vache, pour le mariage plus tardif, pour la gymnastique et l'entretien du corps des femmes. Mais aussi, comme elle doit aller partout et que son mari n'est pas là et que les enfants vont à l'école, quand ils ne vont pas à l'école, ou quand ils sont encore trop petits, elle les emmène avec elle dans ses visites aux patientes et aux patients. Donc ils apprennent aussi l'arabe. Car elle milite aussi pour qu'on parle l'arabe et même d'autres langues, car elle trouve qu'on doit, plus on est petit, plus on doit apprendre des langues étrangères, c'est beaucoup plus facile. Et son intérêt pour les enfants l'a conduit enfin à faire des inspections des hebdomadaires de nombreuses écoles. L'école des filles et des garçons de l'Alliance israélite, dans la cité portugaise, l'école privée des sœurs Molotov, les écoles publiques françaises pour les garçons et les filles, l'école technique franco-musulmane pour les garçons, et pour les filles, l'ouvroir, mais en mettant en valeur les grandes traditions de broderie, de dentelle, de tissage et de tapis marocain. Elle fait installer une pharmacie par école pour les secours d'urgence, une fiche sanitaire pour chaque élève et veille à la stricte application de l'hygiène et à la détection des problèmes ophtalmologiques. Elle dirige les enfants malades vers sa consultation à l'hôpital, leur attribue un cahier de visite avec récapitulatif du diagnostic et des soins. Elle organise avec le même soin des colonies de vacances pour les enfants des colons qui vivent au bled. Elle les oblige à aller à la plage se baigner et à pratiquer des exercices sportifs. Et elle met même en place une baraque, comme elle dit, pour faire de l'héliothérapie et soigner les malades de la tuberculose osseuse.